Ce n'est ni l'horloge ni le calendrier qui retardent ta vie. C'est toi. Il y a une vérité qui dérange beaucoup de gens, mais qu'on ne peut pas ignorer. Chaque minute que tu choisis de remettre à plus tard, chaque excuse que tu fabriques pour cacher tes propres fractures, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Nous nous sommes habitués à chercher des responsables à l'extérieur, à négocier avec nos faiblesses, à déguiser la paresse en prudence. Mais la réalité est directe. Seul toi as la clé, et tant que tu attends un moment idéal, tu ne feras que cumuler une dette intérieure. Le coût de rester le même est énorme, même si tu préfères ne pas y penser. Aujourd'hui, je ne te parle pas de motivation passagère ni de promesses vides. Je te parle d'une transformation réelle, forgée dans l'inconfort et la discipline. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. La vie ne s'adapte pas à tes désirs, et la seule réponse digne est l'action. Personne ne va te sauver. Être radicalement responsable est le premier pas. Si tu cherches des résultats différents, tu ne peux pas continuer avec les mêmes mécanismes mentaux qui te maintiennent piégé. Cette année peut être la meilleure de ta vie, mais pas parce que le monde change, mais parce que tu décides de prendre le contrôle, de faire taire tes justifications et d'agir même si c'est difficile. Plus d'excuses, plus d'attentes. Si tu acceptes le défi, tu vas découvrir de quoi tu es vraiment capable. Ici, commence le travail, sans anesthésie et sans raccourci. 1. Prends le contrôle total de ta vie. La vérité est dure et ne plaît à personne. Personne ne viendra te sauver. Il n'existe pas de moment magique, ni de signal, ni d'impulsion extérieure qui te sauvera de la médiocrité ou de l'insatisfaction. Si tu attends encore que les circonstances changent, si tu t'accroches au calendrier ou à la promesse de « quand tout ira mieux », tu perds ton temps et, pire encore, tu te trahis toi-même. Tout ce que tu ne prends pas en charge est une dette qui s'accumule. Chaque excuse que tu te donnes, chaque fois que tu blâmes le travail, ta famille, ton passé, le climat, l'économie, tu ne fais que renforcer ce mécanisme mental qui te maintient faible. Ce mécanisme est confortable. Il te permet de glisser à travers la vie en répétant que tu ne pouvais rien faire, que c'est comme ça, que d'autres ont plus de facilité. Mais le confort est le prix de ton propre stagnation. Le contrôle total de ta vie n'est pas une option décorative, c'est le seul moyen de briser l'inertie. La responsabilité radicale n'est pas une belle phrase, c'est la décision consciente et brutale de cesser de déléguer ton pouvoir à des facteurs externes. Tu veux une année différente? Commence par cesser de négocier avec tes propres excuses. Tu n'es pas spécial à cause de tes problèmes. Tu n'es pas une exception dans l'univers. Nous portons tous des poids, nous avons tous des cicatrices, mais le seul qui peut transformer ce poids en force, c'est toi. C'est inconfortable, oui, et c'est pourquoi presque personne ne le fait. C'est pourquoi la plupart se contentent d'une existence tiède, pleine de justifications faciles. Mais si ta vie t'importe vraiment, tu ne peux pas continuer à déguiser en maturité ce qui est en réalité de la peur de prendre le gouvernail. Prendre le contrôle total implique de cesser de chercher des coupables. Cela implique de regarder en face ces parties de toi que tu préférerais ignorer. Ta paresse, ton manque de constance, ta tendance à te saboter. L'autotromperie est l'ennemi invisible qui te vole des années. C'est pourquoi tu dois être impitoyable avec toi-même, sans tomber dans l'auto-apitoiement, ni dans le châtiment inutile. Tu dois apprendre à différencier entre une autocritique constructive et l'autopitié paralysante. La première te reconstruit, la seconde t'enfonce plus profondément dans l'apathie. Être responsable ne signifie pas te blâmer pour tout ce qui arrive, mais bien te rendre responsable à 100% de la façon dont tu réagis, de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Tu n'es pas une marionnette, tu es l'architecte de ton caractère. Il y a une phrase que tu dois tatouer dans ton esprit. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qu'ils attendent de toi, ni ce que le monde pense être possible pour toi. Ce qui détermine ton destin, ce sont tes actions quotidiennes, ce que tu choisis de tolérer en toi-même, ce que tu permets de se répéter et de devenir une habitude. Chaque jour est une décision. Ajouter de la force ou ajouter de la dette.
Il n'existe pas de neutralité. Soit tu avances, soit tu te noies. Le contrôle total de ta vie est une exigence inconfortable, mais c'est la seule porte vers une transformation réelle. Cesse de négocier avec ta médiocrité. Choisis la difficulté. Choisis l'inconfort qui forge le caractère, pas le confort qui anesthésie. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation. Il s'agit d'agir même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si personne ne t'applaudit. Personne ne va se battre pour toi. Personne ne va porter ton histoire ni tes rêves. Toi seul peux prendre cette décision radicale. Cesser d'être un spectateur et devenir pleinement responsable de ton processus. Et c'est la vérité qui dérange, mais aussi celle qui libère. Le premier pas est brutal. Cesse de te mentir. Prends le contrôle et prends en charge, sans concession. C'est ce qui sépare ceux qui transforment leur vie de ceux qui restent à attendre. 2. Élimine les excuses et les justifications internes. Tu te réveilles et ton réveil sonne pour la 3e fois. Tu sais parfaitement que la journée commence mal quand la première chose que tu fais est de négocier avec toi-même. Juste 5 minutes de plus, tu te répètes, comme si ce petit retard n'était pas important. Mais dans ce choix, si quotidien et apparemment innocent, se cache le germe de toutes les excuses et justifications internes qui t'empêchent d'avancer. Il ne s'agit pas de l'horloge, ni de la fatigue accumulée, ni même du temps qu'il fait. C'est la voix dans ta tête qui trouve toujours une raison de remettre à plus tard, de céder, de ne pas affronter l'inconfort. Cette voix est habile, persuasive et se déguise en logique. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'essayer. Demain sera mieux. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. J'ai trop de choses en tête. Chaque phrase est une excuse que tu fabriques pour ne pas avoir à faire face à l'exigence de l'action. Le véritable problème est que tu as permis à ces justifications de devenir une partie de ton identité. Chaque fois que tu répètes le même argument, chaque fois que tu te racontes la même histoire sur pourquoi tu ne peux pas ou pourquoi ce n'est pas le moment, tu renforces un mécanisme automatique qui t'éloigne de ton potentiel. Il est facile de se tromper, car personne n'écoute ce dialogue interne sauf toi. Personne d'autre ne voit le coût réel de ces petites concessions quotidiennes. L'énergie que tu perds, la confiance qui s'érode, la dignité qui se dilue dans l'autocomplaisance. Le piège est subtil. Tu te convaincs que tu es raisonnable, que tu fais preuve de compassion envers toi-même. Alors qu'en réalité, tu remets à plus tard le conflit que tu devrais affronter une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas grave si je ne le fais pas aujourd'hui, mais si ça l'est. Chaque fois que tu te justifies, tu affaiblis la discipline comme un muscle qui ne s'entraîne pas. Il ne s'agit pas d'une volonté surnaturelle ni d'une force mystique. C'est un exercice d'honnêteté brutale. Pour éliminer les excuses, tu dois identifier les schémas exacts qui les déclenchent. À quel moment te permets-tu d'échouer? Quelles histoires internes répètes-tu pour ne pas te sentir mal à l'aise? Le mécanisme est presque toujours le même. Tu minimises le coût de tes décisions, tu maximises la difficulté de l'effort, tu cherches des coupables invisibles et tu finis par accepter une version médiocre de toi-même. Il ne s'agit pas de t'attaquer ni d'installer une culpabilité obsessionnelle, mais de reconnaître que chaque excuse acceptée est une fracture dans le caractère que tu souhaites construire. La discipline ne se forge pas dans de grands gestes, mais dans la bataille silencieuse contre les justifications quotidiennes. Si tu t'habitues à négocier avec chaque petit défi, à donner de l'espace à cette voix interne qui adoucit ta responsabilité, ne sois pas surpris lorsque les résultats sont tièdes ou inexistants. Personne ne devient fort en justifiant sa faiblesse. Personne ne grandit en accumulant des excuses. La véritable liberté commence lorsque tu cesses d'adoucir tes propres limites et que tu décides d'agir même si tout dans ta tête cherche à te convaincre du contraire. Élimine la justification avant qu'elle ne devienne une habitude. La différence entre avancer et stagner réside dans les histoires que tu cesses de te raconter. Le jour où tu en auras assez de tes propres excuses, ton véritable changement commencera. C'est la ligne qui sépare ceux qui se réinventent de ceux qui vivent piégés dans le confort de leurs prétextes. Élimine la justification et commence à bouger même si ça fait mal. C'est ça, le courage quotidien. 3. Résiste à la difficulté sans te victimiser. Je confesse que
Bien des fois, j'ai ressenti la tentation de chercher de la compassion lorsque la difficulté me submerge. Je ne le dis pas comme une pose héroïque, mais comme une vérité inconfortable. Une partie de moi veut que quelqu'un reconnaisse l'effort, valide la fatigue, donne la permission de baisser les bras, ne serait-ce qu'un instant. C'est un mécanisme subtil, presque automatique. L'esprit apprend à identifier la douleur et, au lieu de se durcir, cherche à l'adoucir à travers le récit de la victime. Et à ce stade, même si tu ne le dis pas à voix haute, ta narration interne commence à tourner autour de l'injustice, du poids excessif, de l'idée qu'il est trop demandé de te demander de la résistance. C'est la racine de l'autolimitation. La difficulté devient une excuse pour renforcer que personne ne pourrait, pour déformer la valeur réelle du défi et, surtout, pour justifier la stagnation. Mais si tu décomposes cet élan, tu découvres que se victimiser est une stratégie pour négocier avec son propre effort. Tu essayes d'obtenir une permission invisible pour abandonner, comme si la douleur était un argument suffisant pour cesser d'essayer. L'esprit est expert pour magnifier sa propre souffrance et minimiser sa capacité de réponse. Lorsque le défi devient plus difficile, le premier réflexe est souvent de chercher une sortie mentale. Se comparer, se lamenter, signaler que d'autres ont plus de facilité ou se rappeler des injustices passées pour donner un sens à la fatigue présente. Tout cela a une fonction. Réduire la pression de la responsabilité et déplacer le focus vers des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Tu cesses d'analyser de manière stratégique comment avancer et tu entres en mode de défense émotionnelle. C'est un raccourci confortable, mais cela a un prix. Chaque fois que tu cèdes à cette narration, tu renforces l'habitude de te rendre avant l'heure, d'abandonner la discipline juste au moment où tu en as le plus besoin. La douleur psychologique devient un filtre qui déforme la perception. Ce qui pourrait être une opportunité de croissance se transforme en un test impossible. Résister à la difficulté, d'un point de vue stoïque, ce n'est pas nier la souffrance, ni faire semblant que cela ne fait pas mal. C'est prendre la décision consciente de ne pas utiliser la douleur comme un argument pour reculer. Ici, la clé n'est pas de savoir combien tu peux supporter, mais comment tu traites l'expérience. Si ton esprit interprète chaque obstacle comme une offense personnelle, la fatigue se multiplie et la motivation se dissout. En revanche, si tu t'entraînes à voir la difficulté comme un processus neutre, une partie inévitable du chemin, l'approche change. Tu cesses de chercher des témoins pour ta douleur et tu te concentres sur la résolution de ce qui dépend de toi. C'est une différence fondamentale. La victime cherche de la compréhension, celui qui résiste cherche des solutions. La conséquence de ne pas se victimiser est brutalement simple. Tu récupères ton pouvoir de décision. Il ne s'agit pas de durcir jusqu'à devenir insensible, mais de ne pas permettre au récit de la souffrance de te voler la capacité d'agir. L'effort, lorsqu'il est assumé sans fioriture, devient un muscle qui se renforce avec chaque difficulté surmontée. Personne ne te doit rien pour résister. Personne ne va te récompenser pour tenir bon. Mais personne ne peut non plus te retirer la dignité de continuer, même sans reconnaissance. C'est la base de la véritable force. La capacité de soutenir l'effort silencieux, de choisir l'action lorsque l'esprit demande de la compassion. Résiste sans récit de victime. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est le filtre que tu dois installer pour séparer l'inconfort productif de la stagnation déguisée en lutte héroïque. Au final, la difficulté n'est pas une épreuve que tu dois expliquer ou justifier. C'est juste la matière première de ta transformation. Si tu entraînes ton esprit à résister sans te victimiser, tu deviens imparable. Tout le reste n'est que bruit. 4. Agis de manière disciplinée, même sans motivation. Une horloge sans pile indique la même heure toute la journée, mais ne avance pas, peu importe combien tu la regardes. C'est ainsi que fonctionne le corps lorsque tu attends que la motivation te pousse. Tu restes immobile, attendant une étincelle qui n'arrive jamais, tandis que le temps s'accumule comme de la poussière dans les engrenages. La discipline, en revanche, est cette main invisible qui oblige les aiguilles à tourner même lorsque l'élan initial s'est épuisé. Il y a des matins où la fatigue pèse comme une pierre,
Tu te lèves, les paupières encore collées, l'air froid griffant la peau, et chaque fibre de ton être exige une trêve. Le premier mouvement est grossier, presque forcé. Tu marches vers où tu dois être, pas vers où tu veux. Le petit déjeuner a un goût insipide, le monde semble lent, le corps se sent maladroit. Et pourtant, tu fais le pas suivant. Le geste le plus petit, comme lasser tes chaussures ou servir de l'eau, devient une déclaration d'intention. Aujourd'hui, tu ne décides pas depuis l'émotion, mais depuis l'engagement. Ceux qui vivent en attendant la motivation ressemblent à ces athlètes qui ne s'entraînent que lorsqu'il y a du public. Ils ne comprennent pas que la grandeur se sculpte loin des projecteurs, dans la répétition silencieuse de l'inconfort. La discipline n'a pas besoin de témoins, ni d'applaudissements, ni d'une promesse de récompense immédiate. Les jours gris, les moments où la paresse te murmure à l'oreille que rien n'a d'importance, sont le véritable terrain d'entraînement. C'est là que se construit la différence entre ceux qui progressent et ceux qui s'arrêtent. La peau s'habitue au poids de la routine, les muscles mentaux se durcissent. Il n'y a pas de raccourci, seulement l'accumulation patiente de décisions inconfortables. Chaque fois que, malgré l'ennui ou l'irritation, tu t'assois pour étudier, t'entraîner, travailler ou même juste ranger ton espace, tu déclares ton indépendance de la motivation. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie interne. Les rituels de la discipline sont presque toujours inesthétiques. Personne ne veut voir quelqu'un échouer encore et encore tout seul, ni entendre les bâillements d'un matin où il ne s'agit que de remplir ses obligations. Le monde célèbre le résultat, mais ignore le processus. Là se trouve le secret. Accepter que l'image héroïque n'arrive jamais au moment de l'action quotidienne. La sueur, l'erreur, le bâillement, l'inconfort, ce sont les matériaux de la transformation. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Cette phrase est la frontière entre l'amateur et l'adulte. Tu ne deviens pas quelqu'un de fiable par ce que tu ressens, mais par ce que tu fais quand personne ne regarde. L'esprit cherchera des excuses sensées. Que le corps demande du repos, qu'aujourd'hui il n'y a pas d'énergie, que demain sera différent. Mais la discipline est la réponse qui interrompt ce discours. Une coupure directe dans la narration. Cela se sent comme une rupture. Tu prends le téléphone pour commencer à travailler, même si tu préférerais te perdre dans des distractions. Tu sors marcher quand le canapé t'appelle, tu termines le rapport quand tout ton système nerveux demande à s'évader. Le détail tangible, l'action concrète, est le rappel que ta vie se construit précisément dans ces moments où tu préférerais abandonner. La motivation est éphémère, la discipline est structure. Il n'y a aucun secret derrière ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires. Juste une accumulation de jours où ils ont agi sans envie, sans éclat, sans inspiration. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, une nouvelle base s'installe, un fondement invisible mais solide. C'est là que se forge la véritable confiance, non pas dans ce que tu prévois, mais dans ce que tu exécutes lorsque ton esprit veut négocier. La vie se transforme lorsque tu comprends cela. Les émotions vont et viennent, mais les engagements tenus laissent une empreinte. Personne ne regrette d'avoir fait ce qu'il devait, même si cela a fait mal. Choisis la discipline sans demander la permission à ton humeur, et tu commenceras à voir comment l'horloge recommence à bouger. 5. Construis une identité cohérente et forte. Personne ne te respecte plus que tu propre respect pour tes décisions. C'est la vérité inconfortable qui marque la limite entre ceux qui construisent une vie solide et ceux qui passent leur vie à improviser des excuses. Si ton identité dépend des circonstances, des compliments ou de l'approbation des autres, tu es aussi fragile que ton environnement. Un coup peut te désarmer, une critique peut te faire vaciller. Le problème, c'est que tu opères depuis des années avec une image diluée, t'adaptant pour t'intégrer, disant oui quand tu veux dire non, justifiant chaque recul et maquillant chaque échec avec des explications que toi seul achètes. Tout cela a un coût. Tu deviens une somme de contradictions, une personne qui ne peut même pas faire confiance à sa propre parole. Et la confiance en soi n'est pas une question d'estime de soi bon marché ni de phrases motivantes. C'est le résultat de vivre selon les mêmes principes que tu exiges des autres.
Si tu te trahis chaque jour, si tu négocies avec ta parole, si tu fais des promesses que tu romps en privé, ton identité s'érode jusqu'à devenir une collection de fragments qui ne s'emboîtent pas. Cesse de te mentir. Personne ne va construire pour toi la version de toi que tu admires en secret. Tu n'es pas tes intentions, tu es tes actes répétés. Cela signifie ou à chaque fois que tu tolères une incohérence, tu renforces le schéma mental de la faiblesse. Chaque petite trahison de tes propres principes est un investissement dans la méfiance. Une dette qui s'accumule et qui te coûte ensuite sous forme d'insécurité, d'anxiété ou de vide existentiel. Tu veux une identité forte, mais tu continues à alimenter l'image de quelqu'un d'incapable de se tenir debout quand personne ne regarde. Il est facile de dire que tu as des valeurs, que tu es discipliné, que tu es constant. Ce qui est difficile, c'est de le prouver quand la fatigue pèse, quand personne ne t'observe, quand la tentation d'abandonner est écrasante. L'identité cohérente ne se construit pas en déclarant des intentions, elle se forge dans l'acte de respecter ce que tu décides, même si personne ne célèbre l'effort. Aujourd'hui, tu dois te demander, que tolères-tu en toi que tu n'accepterais jamais chez un autre? C'est la seule question qui compte, et si tu as le courage d'y répondre sans embellissement, tu trouveras la racine de ta faiblesse. Si tu justifies tes propres reculs tout en exigeant de la fermeté chez les autres, si tu demandes du respect mais ne te le donnes pas en privé, ta parole ne vaut rien. La base d'une vie puissante est simple. Fais en sorte que tes actions soient alignées avec tes principes, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si l'environnement te traite de têtu ou d'extrême. La cohérence n'est pas flexibilité émotionnelle ni adaptabilité infinie. C'est savoir à quoi tu ne renonceras pas, en aucune circonstance. Tu es ce que tu permets de se répéter. Gravère cela dans ton esprit et utilise-le comme filtre implacable pour chaque décision quotidienne. Ne te laisse pas tromper par l'idée que tu peux changer ta vie sans reconstruire ton identité depuis la racine. Si tu continues à agir comme un spectateur, justifiant chaque incohérence, tu resteras invisible même pour toi-même. Le respect de soi se construit dans le silence, dans la solitude de tes engagements quotidiens, dans la décision de ne pas négocier avec l'effort, même si personne ne te récompense. Si tu veux que ta vie change, commence par nettoyer les fractures internes. Élimine les masques. Assume le coût de l'honnêteté et cesse de demander au monde de te donner la validation que tu n'oses pas te donner. Une identité cohérente est la force que personne ne peut te ravir, car elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Soit tu deviens quelqu'un qui tient sa parole, soit tu restes esclave de tes propres justifications. C'est aussi simple que cela. 6. Maîtrise ton esprit et fais taire le bruit. L'esprit n'est pas ton ami par défaut. Si tu ne le maîtrises pas, il te sabote. C'est la réalité que presque personne ne veut accepter. Le plus grand obstacle que tu vas rencontrer n'est pas à l'extérieur, mais dans l'espace privé de tes pensées, dans ce flux interminable d'opinions, de comparaisons, d'histoires et de doutes, qui semble avoir une vie propre. Là, dans ce dialogue interne chaotique et souvent venimeux, se décide la qualité de ta vie. Peu importe à quel point tu essayes d'être discipliné dans tes actions, si ton esprit continue d'opérer comme un ennemi déguisé, générant du bruit, anticipant des échecs, exagérant des menaces et installant des peurs. L'échec ne commence pas dans le résultat, mais dans la conversation que tu as avec toi-même avant d'agir. Personne ne t'avertit du moment exact où ton attention se fragmente et ton énergie se disperse. Cela se produit en silence, lorsque tu permets aux préoccupations des autres de t'infecter, lorsque tu donnes plus de poids au jugement externe ou à ta propre perception, lorsque tu te laisses distraire par des stimuli sans importance et oublies ce qui compte réellement. Chaque jour, ton environnement et ton esprit se disputent pour s'emparer de ton attention. Et si tu ne deviens pas implacable dans le filtrage de ce que tu laisses entrer, tu finis par vivre une vie empruntée, adaptée aux attentes des autres et sans véritable direction. La liberté mentale ne se donne pas, elle se conquiert par le biais de la rigueur et d'une pratique consciente. Maîtriser ton esprit, c'est apprendre à identifier les schémas automatiques qui drainent ton énergie et à prendre le contrôle de ce processus avant qu'il ne devienne une inertie irréversible. Le bruit, tant interne qu'externe,
est le piège le plus moderne et le plus ancien à la fois. À l'intérieur, des doutes, des reproches, des histoires d'insuffisance et d'anxiété déguisées en prudence te maintiennent en mode attente, répétant des scénarios négatifs qui ne se produisent jamais ou revivant des erreurs passées, comme si elles pouvaient définir ton avenir. À l'extérieur, les voix des autres, le flux interminable d'informations et la pression sociale installent dans ta tête des objectifs et des peurs qui ne t'appartiennent même pas. Si tu ne développes pas la capacité de créer un espace de silence stratégique, tu finis par vivre en mode réactif, répondant à des impulsions et à des attentes que tu n'as pas choisies. Le véritable pouvoir est le résultat d'une attention dirigée. Là où tu mets ton attention, ta vie grandit. Maîtriser l'esprit n'est pas le faire taire de force, mais l'entraîner à séparer l'utile du superflu. C'est un processus quotidien, inconfortable, mais non négociable. Tu ne peux pas te permettre d'être un esclave de tes pensées automatiques. Le stoïcisme l'a clairement établi. Tu ne contrôles pas ce qui apparaît dans ta tête, mais tu contrôles ce que tu choisis de maintenir. L'autodiscipline mentale consiste à reconnaître quand une pensée n'est qu'un reflet conditionné et quand elle mérite ton attention active. Faire taire le bruit n'est pas faire disparaître l'esprit, c'est le gouverner. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. C'est une ligne que tu ne peux pas franchir si tu aspires à une vie solide. L'entraînement commence chaque matin. Observe la qualité de tes premières pensées. Si tu détectes de l'anxiété, de la peur ou de la dispersion, ne les nourris pas. Installe le filtre. Décide, de manière consciente, ce que tu autorises à rester et ce que tu rejettes, avant que cela ne devienne une nouvelle fracture dans ton caractère. Le silence choisi est la base de la clarté. Ta force mentale se mesure par ce que tu es capable d'ignorer, par le nombre de distractions que tu peux laisser passer sans céder, par la capacité de maintenir un objectif même, lorsque l'esprit te propose 1000 alternatives. Ne cherche pas la paix, construis le silence. Maîtrise ton esprit, et tout le reste commence à s'organiser. Sans cette maîtrise, tu n'es qu'un spectateur confus de ta propre vie. 7. Exige-toi depuis le respect de soi. Tu te trouves devant le miroir de l'ascenseur, chemise légèrement froissée, visage fatigué, le café refroidissant encore dans le thermos. Tu penses à cette réunion, aux tâches en attente, à la promesse que tu t'es faite la nuit précédente de ne plus remettre à plus tard ce qui est important. Mais, quand vient le moment d'exiger un peu plus de toi-même, de faire ce pas inconfortable hors de la routine, le doute surgit. Es-tu trop dur avec toi-même ou te respectes-tu vraiment suffisamment pour ne pas te contenter de moins que ce dont tu es capable? C'est ici que l'auto-exigence se confond facilement avec la punition ou la recherche de perfection impossible. Et là, à ce point exact, la plupart échouent. Non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais parce qu'ils choisissent l'exigence depuis un lieu d'épuisement, non depuis le respect de soi. Si tu analyses la racine de ta résistance à te demander plus, tu verras que souvent elle provient d'une idée déformée de ce que signifie prendre soin de soi. Tu as appris à associer l'autocompassion à l'évitement de l'effort et l'auto-exigence à l'autopunition. Mais en réalité, le respect de soi a peu à voir avec être indulgent ou permissif, et beaucoup avec valoriser ton potentiel suffisamment pour ne pas tolérer la médiocrité en toi. Lorsque tu t'exiges par respect, tu établis une norme interne qui ne dépend pas du regard des autres. Tu cesses de négocier avec tes faiblesses parce que tu comprends que chaque concession est une petite trahison à ce que tu pourrais devenir. Le respect de soi est la base de toute exigence réelle. Si tu pars de là, la discipline cesse d'être une chaîne et devient une reconnaissance de ta propre valeur. En termes pratiques, cela signifie examiner avec une brutalité honnête quelles sont les limites que tu te fixes sous l'excuse de ne pas vouloir te blesser. Si tu décides de sauter l'entraînement, de procrastiner ce projet ou de céder à la tentation de remettre à plus tard ce qui est difficile, est-ce que tu te soignes vraiment? Ou est-ce que tu renforces simplement une version paresseuse de toi? Le respect de soi exige que tu te traites comme quelqu'un de précieux, non comme quelqu'un de fragile. Cela signifie établir des règles internes qui ne se négocient pas chaque fois que l'inconfort apparaît.
Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que ce qui est juste, tu envoies à ton esprit le message que tes objectifs valent moins que ton confort momentané. Ainsi, le cycle se répète. La norme baisse, l'auto-justification grandit, la confiance disparaît. S'exiger depuis le respect de soi n'a rien à voir avec l'autocritique destructrice, mais avec la clarté de qui tu veux devenir et l'engagement quotidien de te déplacer, même si c'est un petit pas dans cette direction. C'est réaliser que personne ne te traitera mieux que toi-même en privé. Si tu n'es pas le premier à établir tes limites, à te corriger lorsque tu t'écartes, à te demander plus lorsque le confort t'appelle, personne ne le fera pour toi. C'est ici que la stratégie mentale change. Au lieu de te demander si tu en as envie, tu te demandes si tu honores tes normes. Tu cesses de chercher une validation externe parce que tu deviens le gardien de ton propre respect. Rien ni personne ne peut t'exiger plus dignement que toi-même. La conséquence logique de cette approche est que ton auto-exigence devient le filtre qui sépare la véritable croissance de l'auto-illusion. Il ne s'agit pas de chercher l'approbation, ni de tomber dans le piège de l'hyperproductivité vide. Il s'agit de maintenir la cohérence entre ce que tu dis vouloir être et les décisions que tu prends chaque jour. Si ton respect de soi est élevé, ta discipline cesse de dépendre de la motivation ou de l'humeur. Elle devient le reflet naturel d'une identité qui ne tolère pas le statu quo. Et cette sécurité intérieure, cette solidité qui découle du fait de te tenir à tes engagements, est le plus grand investissement que tu puisses faire. L'exigence qui naît du respect de soi est la seule qui te libère. 8. Évalue et ajuste ta trajectoire chaque jour. Parfois, je me surprends à passer en revue les détails les plus minimes de ma journée, non par obsession, mais par ce mélange inconfortable de culpabilité et d'autodéfense. Il y a des fragments de la journée qui pèsent plus que je ne l'admets. Le geste automatique d'éviter un appel, le regard perdu devant un écran alors que le travail s'accumule, le petit détour de la route que j'avais promis de ne plus prendre. Ce n'est pas agréable de le reconnaître, mais la plupart des erreurs de ma vie n'ont pas été de grandes explosions, mais des accumulations imperceptibles de petits détours que j'ai choisi d'ignorer. Le corps le sait avant l'esprit. Cette fatigue subtile quand la nuit tombe et que tu sais que tu n'as pas pris le virage nécessaire à temps. L'autosatisfaction se déguise en routine et, quand tu t'en rends compte, la semaine entière s'est écoulée sans une seule décision difficile. Le problème est que personne ne viendra te signaler le détour. C'est à toi de le faire, même si cela fait mal. L'évaluation quotidienne n'est pas une pratique confortable ni agréable. Elle nécessite une franchise absolue, presque cruelle, pour regarder les faits sans embellissement. Ce n'est pas s'asseoir pour écrire des phrases motivantes ni chercher du réconfort dans ce qui s'est bien passé. C'est observer comme quelqu'un qui vérifie le solde d'un compte. Ce que tu as ajouté aujourd'hui, ce que tu as dépensé, quelles décisions ont renforcé ton caractère et lesquelles l'ont simplement mis sur pause. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait chaque soir non pas pour célébrer ses vertus, mais pour décomposer ses défauts et corriger sa trajectoire le lendemain. La véritable transformation se construit là, dans ce moment inconfortable où tu admettes ce que tu as toléré en toi-même, ce que tu as reporté, ce que tu as décidé de regarder ailleurs. L'honnêteté envers soi-même est le début du progrès. Cette phrase courte renferme toute la brutalité de l'auto-examen. Il n'y a pas d'avancée possible si tu te permets le luxe d'ignorer tes propres fractures. Le corps te parle aussi par des gestes concrets. Le froncement de sourcils lorsque tu te demandes un peu plus, la tension dans les épaules quand tu sais que la journée n'a pas été suffisante, la respiration contenue en repassant mentalement cette conversation que tu as évitée par peur du conflit. Chaque petit symptôme physique est un signe, un indicateur qu'il y a quelque chose à corriger. L'ignorer, c'est choisir la cécité. Y prêter attention et ajuster est l'acte le plus radical de respect de soi. Le jour où tu t'habitues à franchir la porte de chez toi, sans te demander où tu as échoué, tu commences à abandonner ton propre processus. L'auto-évaluation n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est le seul moyen d'entraîner l'esprit à ne pas répéter les mêmes justifications de toujours. Ajuster la trajectoire n'est pas faire de grandes promesses, ni se réinventer chaque lundi, mais avoir le courage de modifier la direction chaque jour. C'est regarder en face cette décision qui te dérange, cette habitude que tu résistes encore à changer, ce détail qui semble mineur mais qui, répété, finit par déformer toute ta trajectoire.
Personne ne devient une version puissante de soi-même en fuyant l'examen quotidien. La différence entre avancer et stagner réside dans la capacité à ajuster, même d'un seul degré, ce qui ne fonctionne pas. Le progrès n'est pas une coïncidence, c'est une correction constante. C'est la ligne qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui collectionnent des excuses. Le plus brutal dans tout cela, c'est que l'auto-examen ne se célèbre pas. Il ne génère ni applaudissements ni likes. C'est un acte privé, silencieux, presque invisible. Mais c'est là que se forge la discipline authentique, celle qui ne dépend ni du regard des autres ni de l'humeur passagère. Évaluer et ajuster ta trajectoire chaque jour est le filtre définitif. Il sépare ceux qui se réinventent de ceux qui se résignent. Si tu as le courage de regarder, de corriger et de ne pas répéter, ta vie commence à prendre forme. Le reste n'est qu'accumulation de jours vides. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.